Radio J. L'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors nous avons un invité en studio et bientôt une invitée qui sera en ligne avec nous. Il s'agit de Michael de Saint-Chéron. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous et tout à l'heure nous serons avec Myriam Ackerman-Zomer pour votre livre Revenir, dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive, paru chez Actes Sud. Bonjour Michael. Bonjour Maya. Vous êtes un habitué de Radio J et de l'étoile et le jasmin. Depuis combien d'années Depuis combien d'années Inutile de rappeler qui vous êtes. Je crois que les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes philosophe des religions, président du Centre international de recherche André Malraux. Et vous avez fait, vous avez connu à peu près tout le monde, Elie Wiesel, vous avez écrit sur tout le monde, vous êtes un grand spécialiste de Soulages, vous étiez venu nous en parler avec ce livre magnifique qu'on m'a volé d'ailleurs. Ah bon ? Ah oui. Je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu, c'est dire si vous avez du succès. Et là, vous faites un dialogue avec Myriam Ackerman-Zomer, qui est la nouvelle rabbin orthodoxe. La première rabbine orthodoxe de France. La première femme rabbin. Mais je pensais qu'on disait moderne orthodoxe, en fait non. On dit pas. Orthodoxe. Elle dit moderne orthodoxe. Elle dit moderne orthodoxe. On lui demandera tout à l'heure. Et donc, donc c'est un dialogue qui, moi, m'a vraiment passionné, surtout en ces périodes épouvantables que nous sommes en train de vivre. Mais oui. J'avais pensé, Lise, qu'on pouvait un peu se reposer un petit peu, prendre un petit peu de hauteur. Et puis continuer à être juif et à transmettre et à étudier. Voilà, absolument. Alors, vous avez fait votre retour au judaïsme il y a une quarantaine d'années, parce que comme votre nom ne le dit pas, vous êtes juif. Vous êtes juif, Salomon. Et comme votre nom ne le dit pas, et votre père est comte. Eh oui. Absolument. C'est le comte de Saint-Chéron. Comme quoi. Ils sont partout. Ils sont partout. Oui. Ils sont partout. Oui. Donc, vous avez fait votre retour, donc je disais, au judaïsme il y a 40 ans. Et au-delà de votre expérience personnelle, ce qui a été vraiment très intéressant, d'abord, j'adore votre parcours et j'aimerais que tout le monde le connaisse. Et au-delà de ce parcours, vous convoquez des personnages illustres comme Abraham, Moïse, ou Lévinas, ou Elie Wiesel, et c'est toujours chez vous. On a l'impression, quand on referme le livre, qu'on est très intelligent. C'est toujours l'impression que vous nous donnez. Merci beaucoup. Mais le parcours de Myriam est aussi remarquable. Absolument. Non, j'allais y venir. Mais je pensais que je pouvais la présenter si nous l'avions au téléphone. Alors, on va voir si elle peut nous rejoindre. Et sinon, on va dire que Myriam Ackerman-Zomer est normalienne, elle est agrégée d'anglais, et elle est devenue à 26 ans la première femme rabbin orthodoxe en France. Voilà. Donc, si nous l'avons au téléphone, et donc c'est ces deux parcours parallèles que vous racontez dans ce livre qui s'appelle Revenir. Alors, moi, la première question que je voulais vous demander, Michael, c'est quelle est la différence entre le retour et la conversion? Je sais, c'est une question à 10 balles, mais je voudrais bien que nos auditeurs... Ah non, mais pas du tout. Donc, entre le retour au judaïsme, la teshuva et la conversion. C'est une question très importante que nous nous posons d'ailleurs, elle et moi, parce que on ne s'est pas rencontrés pour rien. Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Parce que j'ai entendu parler de la première future rabbinite orthodoxe de France et ça m'a beaucoup intéressé parce que la place des femmes dans le judaïsme, enfin la place des femmes en réalité dans toutes les religions m'interpelle. Et vous êtes un grand féministe. Un grand féministe, c'est absolument. Ça. Et j'attendais que Anne Soupa devienne la prima des Gaules. Ce qui n'est pas encore pour aujourd'hui, mais j'espère que ce sera pour demain. Et en plus, le premier couple rabbin de la moderne orthodoxie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est si, dans 30 ans, on voyait un premier couple prêtre catholique, par exemple, que la femme et le... On peut le souhaiter aussi. On peut le souhaiter aussi. Donc, d'une manière générale, mon discours et mon combat, qui ne portent pas à grand-chose pour l'instant, parce que ma voix porte peu, mais l'idée que la femme a autant de droits et tous les droits qu'ont les hommes et que rien jamais n'a interdit une femme ni d'être prêtre ni d'être
rabbin, ni d'être pope, ou bref, est pour moi un point de départ, un fondement absolument essentiel de toutes les religions. Et je trouve que depuis 2000, 3000 ans, les religions ont été conduites par les hommes. Et c'est toujours la loi du machisme qui a régné dans les religions. Et donc, je suis très heureux que la France ait enfin une première rabbinite. Elle préfère le mot rabbinite au... Oui, voilà. c'est joli. C'est joli. Et donc, pour répondre à votre question, Maya, nous sommes tous les deux à 40 ans de distance, parce elle vient d'avoir 27 ans et j'en ai 68. On est tous les deux nés d'une mère juive, d'un père catholique, et d'une mère qui était l'une et l'autre encline au christianisme. Donc, Ça crée des liens. Ça crée des liens dans un univers donc complètement déjudaïsé, forcément, et christianisé. Et elle a découvert beaucoup plus tôt que moi le judaïsme, parce que son oncle est le grand rabbin Alexis Blum, qui était donc, je crois, le frère de sa mère, et donc qui lui a donné les premiers rudiments, enfin plus que les rudiments, qui lui a mis le pied à l'étrier du judaïsme. Et donc, pour répondre à la question, le retour, c'est quand on a une mère juive, mais je pense, et là, je suis peut-être pas complètement d'accord avec Myriam Ackerman, je pense qu'il y a des retours qui sont en même temps des teshuva et en même temps des conversions. Et donc, je considère que mon retour a été à la fois une teshuva et une conversion, puisque j'étais chrétien et assez pratiquant, ce qui n'était peut-être pas... Oui, même le cas de Myriam, d'ailleurs, elle a été pratiquante jusqu'à 10-11 ans avant de rentrer complètement dans le judaïsme. Voilà ce que je peux dire, qu'il y a des conversions qui sont en même temps des retours au judaïsme, et je crois que l'un et l'autre de nos deux retours ont été certainement aussi des conversions. Ah oui. Oui, ben oui, parce qu'on a convertir, c'est-à-dire changer, transformer son âme et faire bouger son âme et retourner son âme finalement et son cœur, et que l'âme, je pense, de Myriam comme la mienne ont été retournées et nos âmes sont devenues juives alors que nos âmes n'étaient pas juives au départ. Alors, voilà. Je ne suis pas une grande théologienne, loin de là, mais il y a un moment où vous dites, ou Myriam, ou vous, je ne sais plus, ou vous d'ailleurs, vous êtes donc né Philippe. Oui, absolument Philippe. Et vous dites... Et elle Marie. À la question du... Est-ce que Michael est toujours Philippe ? Oui, enfin, Michael est toujours Philippe. Ben, il y a encore des gens de ma famille, enfin des très proches d'ailleurs. Mais je ne parle pas du prénom, mais c'est une image. Ah oui, c'est une image, Donc vous êtes toujours aussi Philippe. Donc, quand vous parlez de retournement, c'est vrai que sans faire de grande... psychanalyse. Non, mais je ne veux pas faire ça, mais c'est quand même intéressant parce que vous êtes toujours Philippe. Et en même temps, vous êtes Michael. Donc, ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce que vous avez fait. Mais c'est vrai que c'est un retournement, la teshuva. Oui. Je préfère d'ailleurs le mot retournement à conversion au retour. C'est beaucoup plus fort, le retournement. Il y a quelque chose comme ça du fœtus qui se retourne en plus. Oui. Tout à fait. C'est intéressant, non ? Tout à fait. Le fœtus était tourné dans un sens, on le retourne dans l'autre. C'est pas mal. l'autre. Ah, c'est pas mal ce que je viens de trouver. Hein. C'était même pas préparé. Retournement, c'est ça, c'est un retournement. Michael, vous nous parlez... Et d'ailleurs, Michael est en train de l'inscrire que c'est un retournement. Et vous à mon avis, on va trouver ça dans un prochain ouvrage. Vous me donnez le copyright. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous rappelez l'existence de Regina Jones. Non, Regina, Jonas, qui était la première, et c'était la première femme rabbin orthodoxe. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est absolument pas, elle est rabbin libéral. Ah non, elle n'était pas libérale. Elle était rabbin libéral. Mais absolument, non, c'est sous Théo Beck qu'elle s'est convertie. Mais lui n'a même pas voulu, il était un peu lâche, enfin c'était un homme très remarquable, mais il avait sa part de lâcheté, comme beaucoup d'entre nous. Et donc il n'a jamais voulu faire sa smira, parce qu'il avait peur du qu'en dira-t-on, d'une première... Oui, elle était née dans l'orthodoxie. On va rappeler qu'elle a été nommée en Allemagne avant la Seconde Guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. C'était en quelle année ? En 33, elle a reçu sa smira en 33. Voilà, et elle était rabbin. Elle a fini en déportation tragiquement, et en fait, elle est tombée dans l'oubli
après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une étudiante, je crois, en Allemagne, qui, en faisant des recherches il y a une quinzaine d'années, a retrouvé sa trace. Absolument, après l'écroulement du mur. Voilà. Après 90, 91, il y a 2 personnes qui ont retrouvé sa trace. Une Allemande dont un grand-oncle avait été un horrible SS qui avait tué, on dit, plus de 6000 Juifs dans une ville de Pologne. Et une historienne israélienne qui ont retrouvé toutes les deux sa trace à peu près à quelques mois d'intervalle dans les archives de Berlin. Mais alors moi, ce qu'on m'avait dit, Michael de Saint-Chéron, c'était qu'après la guerre, certains rabbins d'après-guerre avaient connu son existence, mais ne souhaitaient pas recommencer l'expérience en nommant de nouvelles femmes rabbins, et donc avaient, entre guillemets, enterré l'affaire. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, parce que je dis donc Léo Beck, que tout le monde connaît, qui a survécu à Theresienstadt, qui est parti aux États-Unis, qui a fait une grande carrière d'enseignant et de rabbin en Angleterre, n'a jamais cité son nom, je crois, avant la toute fin de sa vie, lorsque l'une des 2 historiennes dont je parle est venue le rencontrer expressément pour lui dire quel est votre souvenir de Regina Jonas. Et jamais, alors qu'il a écrit des tas de livres, jamais il n'a même cité son nom. Mais oui. Comme s'il avait, je sais pas, comme si c'était une tâche, Regina, alors que c'est une héroïne totale pour moi. Oui. À la fois comme femme rabbin, et comme résistante. Elle n'a pas arrêté de résister contre le machisme des rabbins allemands, et ensuite contre la SS, la Gestapo, et même dans les camps, on dit que c'était à Theresienstadt, que c'était une femme d'un amour et d'un sens du recède et de la tzedeka absolument admirable, qu'elle ne pensait qu'aux autres, qu'elle donnait sa nourriture, qu'elle partageait avec les autres. Donc c'est pas uniquement une intellectuelle, c'est une femme qui dans son incarnait la bonté. Elle a incarné sa fonction absolument. Et son humanité. Et sa foi et son humanité, exactement. C'était une véritable disciple d'Abraham, de Moïse et de Ruth en particulier. Donc c'était une héroïne dans tous les plans et qui a été oubliée pendant 50 ans. Bon, on va revenir une seconde sur la Teshuvah, donc. Et vous citez Maïmonide, et je voudrais avoir un peu plus d'éclairage. Je crois que c'est Myriam qui cite Maïmonide, je pense. Oui. Et alors, vous êtes tout à fait capable de... Oui, c'est pas grave. Oui. Alors, elle donne la définition de la Teshuvah de Maïmonide, c'est se retrouver dans la même situation qui, jadis, conduisit à un écart, à une transgression et échapper cette fois à la faute. Oui. Il y a effectivement ce rapport à la transgression, parce que quand on se convertit ou quand, pour retrouver votre nom, on se retourne, il y a un retournement, il y a en même temps un rapport à une certaine transgression par rapport à ce qu'on était avant. Et chez vous, comment ça s'est passé? Oui, c'est certain. Enfin, moi, d'ailleurs, c'est né suite à une rencontre amoureuse. C'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, j'ai quitté le catholicisme pour recouvrer mes racines juives. Voilà. Alors, Serge Surpin, à la réalisation technique, nous fait signe que Myriam Ackerman-Sommer nous a rejoint. Myriam, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci d'être avec nous. Maya Naoum va vous passer la parole en vous posant une question. Oui, bonjour Myriam, je suis Maya Naoum. Je vais vous poser la même question que je viens de poser à Michael. Vous êtes donc née Marie, vous êtes devenue Myriam, et je voulais savoir qu'est-ce qui est différent, où est Marie dans Myriam? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je pense que il n'y a pas eu de velléité de rupture de ma part. Mm-hmm. J'ai pas voulu abandonner Marie, j'ai voulu hébraïser Marie. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers Myriam. Vraiment sans volonté de trahir cet héritage qui m'avait été transmis aussi par mes parents.
c'est resté très difficile pour ma mère d'accepter ce Myriam. Il m'appelle Marie jusqu'à ce jour et c'est le cas de ma famille maternelle qui m'a toujours connue comme Marie. Et pourtant, pour moi, c'était important d'être à la fois dans la continuité et dans la réaffirmation d'une identité juive dont je voulais qu'elle soit immédiatement perceptible. D'accord. Et alors, oui, ce qui est très intéressant, c'est que je demandais à Michael, sans savoir si, parce que ce livre est très complet, donc j'ai pas regardé ce que vous disiez ou ce que lui disait. Et en fait, c'était vous qui avez cité Maïmonide et la définition de la teshuva par Maïmonide avec cette transgression dont il parle. Et vous racontez une histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Parce que c'est très personnel. Le jour de vos 15 ans. Ah, tout à fait. Voilà. Bien sûr. J'ai trouvé ça très beau, donc racontez-le. Alors, moi, quand j'ai eu 15 ans, donc c'est le moment où progressivement il y a eu un éveil beaucoup plus conscient de ma part au judaïsme qui, jusqu'à ce moment, ne faisait office que de toile de fond. Toile de fond d'ailleurs dont j'identifiais pas vraiment la spécificité, c'est-à-dire que c'était dans d'autres références religieuses qui s'y mêlaient. C'était vraiment quand j'ai eu 15 ans qu'en me rendant à la synagogue de Neuilly-sur-Seine, j'ai fait ce qu'on peut appeler une révélation anti-Rosenzweig par opposition à ce philosophe juif qui écrivit sous la plume de Michael de Saint-Chéron qui rappelle ses paroles « Je reste juif » dans une synagogue bondée à Yom Kippour. Moi, c'est dans une synagogue vide, synagogue de la rue Ancel à Neuilly-sur-Seine, que je me suis dit en fait, c'est ici que je dois être. Et c'était très vague dans un premier temps. Il y a eu vraiment un moment comme ça. J'étais en train de chercher mon oncle, le grand rabbin Lexi Blum, qui était pas à la synagogue, alors que voilà, j'étais venue l'y chercher. Et je me rappelle de voir ce lustre magnifique dans la synagogue, toutes les places vides, et de me dire en fait ça devrait être là chez moi. Ça a été suivi, mais vraiment de quelques mois, d'une première visite en Israël. Je me suis rendue en Israël pour la première fois de ma vie. Et là, de nouveau, cette évidence c'est ma terre, en fait. Mais c'était totalement paradoxal, puisque Israël, j'en avais jamais même entendu parler. Enfin, c'est-à-dire que je savais que j'avais de la famille très éloignée en Israël, ou des cousins quand même, mais ça me renvoyait à rien, Israël, en fait. C'était comme, voilà, il y a les États-Unis, il y a le Canada, puis il y a Israël. Et là, tout à coup, je me dis non, vraiment, j'ai un rapport à cette terre que je peine à m'expliquer dans des termes rationnels. Et avec une semaine simplement en Eretz Israël, pour moi, c'était l'évidence qui s'est imposée de plus en plus d'une judéité qui devait devenir l'élément peut-être principal de mon identité, quoi. Alors, c'est passionnant. On va redonner le titre du livre. Alors, oui. Ça s'appelle Revenir, oui. Et c'est les dialogues avec les figures du retour dans la tradition juive de Myriam Ackerman-Sommer et Michael de Saint-Chéron. Voilà, alors juste un dernier mot parce que... Peut-être sur les figures. Sur les figures, oui. Michael, est-ce que vous pouvez nous parler 2 secondes des figures auxquelles vous vous êtes raccrochés ou qui vous ont marqué? Myriam parle de grands sages et de grandes femmes du Talmud qui sont à peu près inconnues. Moi-même, j'ai traité donc d'Abraham, le premier qui a fait le retournement, et j'en arrive dans le monde contemporain au Baal Shem Tov que j'ai voulu mettre pour qu'il y ait une grande lumière finalement du racidisme et qui a marqué un tel retour et un tel engouement au XVIIIe siècle avec tout ce mouvement extraordinaire du retour à la simra, à la joie et à la communion et à la prière. Et je termine avec, on en parlait tout à l'heure, Fackenheim, pas du tout Fackenheim, Rosenzweig évidemment, et avec Regina Jonas, qui est cette femme emblématique, exceptionnelle. On a évoqué. C'est formidable de l'avoir rappelé. Bah oui, il faut. Et Myriam termine, ou juste avant Regina, parce qu'on donne tout de même une place à cette femme exceptionnelle. Ouais. Et donc Myriam donne une place aussi à Benny Lévy, qui a
qui a fait Bien un sûr. retournement, Mais oui. lui, de Bien Moïse sûr. de Mao à Moïse. Oui, si de je peux Mao dire. à Moïse, De Mao. exactement. Mais c'est Mao. absolument passionnant, vraiment. Vraiment Lise, un on livre apprend à- plein. Merci à vous deux parce que c'est vraiment Oui. intéressant. Merci Myriam d'avoir été avec Merci. nous. On vous embrasse et à très vite Avec sur grand Radio J. plaisir. Au revoir, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Michael de Saint-Chéron, merci d'avoir été avec nous. Mayam, merci pour Merci, nous avoir Lise. fait Ouais, découvrir vraiment. ce bel ouvrage. Revenir chez Actes Sud, Myriam Ackerman-Sommer et Michael de Saint-Chéron. À très bientôt. À Au très revoir, bientôt, merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.